Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Indonésie. Et enfin, dans l'actualité internationale, continentale, au Nigeria, des inondations font au moins 6 morts et 10 000 sans-abri. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. À la une dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui dans le salon d'honneur de l'Assemblée nationale la visite de courtoisie du Dr Boussira Basnour, ambassadeur de la République d'Indonésie à Djibouti. La rencontre s'est tenue en présence de M. Ismail Goulal Boudin, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Au cours de cet échange cordial, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution positive des relations entre Djibouti et l'Indonésie. Elles ont souligné l'importance de la coopération économique bilatérale et ont exploré des voies et moyens pour renforcer les liens, notamment dans le domaine de la géothermie. Le partage d'expériences dans ce secteur clé pour Djibouti a été identifié comme un axe de collaboration prometteur. Par ailleurs, la discussion a également porté sur l'importance de renforcer les relations entre les deux parlements. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a remercié son hôte de la visite et lui a exprimé son plein soutien tout en l'encourageant à poursuivre les efforts visant à consolider et à développer davantage la coopération entre Djibouti et l'Indonésie. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi après 5 jours de concertation entre les cadres du ministère du Budget et l'expert du Fonds monétaire international. Ce matin fut la cérémonie de clôture de l'atelier de réflexion sur les statistiques des finances publiques organisé par le ministère du Budget dans le cadre du processus de réforme budgétaire en cours. La cérémonie de clôture, cet atelier de réflexion, a sollicité la présence du secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mibratou, des directeurs et des hauts cadres du ministère du Budget. L'atelier de réflexion a permis de renforcer les capacités des hauts cadres du ministère du Budget à produire, analyser et savoir utiliser les données financières publiques pour une meilleure gouvernance économique. Eh bien, dans son discours de fermeture, le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mibratou, a indiqué que cet atelier ne marque cependant pas la fin de notre engagement, a-t-il indiqué, pour l'amélioration de notre système de finances publiques. Au contraire, a-t-il indiqué, il ouvre une nouvelle ère où nous devons redoubler d'efforts pour concrétiser les réformes que nous avons amorcées. Écoutons-le. Présence à cet atelier de formation sur les statistiques des finances publiques témoigne aussi de l'intérêt que nous accordons tous à la réforme de la gestion des finances publiques. Et je tiens à ce propos à remercier particulièrement le Fonds monétaire international et à travers le Fonds monétaire international, la branche régionale, le METAC, pour son soutien constant à travers l'assistance technique apportée par ses experts. Cet appui a permis à la tenue de cet atelier dont les résultats contribueront sans aucun doute à renforcer la gestion et la modernisation de nos systèmes de gestion des finances publiques. La thématique abordée tout au long de ces derniers jours, est cruciale pour la mise en œuvre des réformes en cours dans notre pays. En effet, les statistiques des finances publiques, conformément au manuel des statistiques des finances publiques 2014, constituent un outil incontournable pour une gestion rigoureuse, transparente et efficace des ressources publiques. Il est indéniable que pour atteindre les objectifs de développement, nous devons disposer de données fiables, harmonisées et conformes aux standards internationaux. Cela permettra non seulement de renforcer la transparence budgétaire, mais aussi de favoriser la confiance des partenaires techniques et financiers. En conclusion, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cet atelier, à commencer par l'expert et toute l'équipe locale, technique, dont l'engagement et l'expertise ont été d'une valeur inestimable. Écoutons à présent la réaction de Baris Ismail, cadre au ministère du Budget. Atelier qui a porté sur les statistiques des finances publiques qui a duré du 25 au 29 aujourd'hui, a porté essentiellement sur les nouvelles pratiques qu'il faudra adopter et qu'il faudra réformer.
les pratiques internationales que recommande le manuel des statistiques des finances publiques. Donc c'était un atelier de réflexion, mais aussi de sensibilisation pour certains départements qui n'étaient pas familiers avec le manuel des statistiques des finances publiques. Donc ça a été un honneur pour le ministère du Budget et surtout pour le ministre qui est vraiment la personne qui est l'acteur principal et qui a fait que nous puissions vraiment adopter et puis mettre en œuvre cette réforme, insiste sur la participation et l'implication de tous pour vraiment adopter et prendre en compte toutes les recommandations. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'ONG Paix et Lait qui a organisé aujourd'hui un atelier dédié à la capitalisation des expériences et des bonnes pratiques dans le cadre du projet de structuration et de renforcement des capacités techniques, des plaidoyers, des communications et des partenariats des organisations de la société civile djiboutienne, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. Rappelons que cet événement qui a rassemblé divers acteurs de la société civile visait à partager et à mettre en lumière les résultats obtenus jusqu'à présent par les participants au projet. L'objectif principal de l'atelier était de permettre aux organisations de s'approprier les leçons apprises et d'améliorer leur stratégie de plaidoyer et de communication, tout en renforçant les collaborations entre les différentes entités. Au cours de la journée, plusieurs intervenants ont présenté des cas concrets et des témoignages mettant en avant les réussites et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités. Les discussions ont également porté sur l'importance de l'engagement communautaire et de la transparence de la collaboration avec les partenaires locaux et internationaux. Écoutons à présent le président du forum, M. Souleymane Daher Moussa. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères reconnaissances pour le soutien inestimable dans le financement, la création et l'institutionnalisation. Le forum, qui regroupe 35 associations ONG nationales, a vu le jour précisément du 15 au 15 juin 2023 au Palais du Peuple par le consortium PLE et IRICA, un consortium incontournable pour la création et la concrétisation du forum après un travail formidable et acharné. Puis il a été institutionnalisé par le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Salim Nour, que je le remercie énormément. Après la création et l'institutionnalisation, un plan d'action stratégique triennal budgétisé et détaillé a été développé avec la participation du comité directeur du forum. Dans le cadre du renforcement des capacités et rendre le forum opérationnel et pérenne, des ateliers de formation ont été fournis aux présidents de toutes les associations membres du forum. Un site web a été créé et d'autres outils de communication comme Facebook, Twitter, etc. Des ateliers ACM en conférence de pas s'est tenu lors de l'exécution du projet, ce qui a été pour nous une expérience pratique. Eh bien, voici les propos du chef de la coopération de l'Union européenne par intérim. Au nom de l'Union européenne, tout d'abord, je tiens à remercier l'ONG PLE et IRICA pour l'organisation de cet événement. L'Union européenne a été consacrée, comme ça a été déjà dit, à la structuration et au renforcement des capacités de plaidoyer, de communication et de partenariat dans les domaines cruciaux de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire. Ce projet a non seulement permis de renforcer les capacités de la société civile, mais aussi a permis de consolider les liens entre les organisations de la société civile. Et par la mise des forums, qui déjà été tout le temps mentionné, d'action des associations et ONG nationales pour le développement durable. Eh bien, cet atelier s'est clôturé par une série de recommandations visant à optimiser les actions futures et assurer une meilleure coordination entre les Djiboutiens. Ces recommandations seront intégrées dans la suite du projet afin de maximiser son impact sur le terrain. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Culture. Je voudrais tout d'abord souligner et saluer et remercier spécialement le consortium national ONG PLE et IRICA
pour la conception et la mise en œuvre de ces projets, de l'organisation de cet atelier, ainsi que les experts nationaux qui ont apporté leur appui technique pour participer et animer la réalisation de différentes activités de ces projets. Je les félicite pour les capacités et l'énergie déployée qui témoignent de la volonté d'œuvrer ensemble pour une société civile renforcée, responsable, au service du développement durable et inclusif de notre pays. Au nom des hauts responsables du département sectoriel de l'État, nous sommes heureux de constater que les ONG et associations d'un niveau professionnel avéré puissent encadrer et renforcer les capacités des autres structures associatives nationales. Je remercie aussi les différentes parties prenantes et acteurs du développement, ministères sectoriels, conseils régionaux, préfectures, partenaires techniques et financiers et autres qui ont participé et contribué pour établir les forums des associations et des ONG pour le développement durable appelés FAO-NGDD. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une première dans notre pays car elle ouvre une nouvelle page dans la relation de concertation et de travail des organisations de la société civile avec les organisations gouvernementales et les partenaires au développement. Le Forum des associations et des ONG djiboutiennes pour le développement est une opportunité unique pour les organisations de la société civile de développer une plateforme pérenne de dialogue et de concertation avec le gouvernement. Santé à présent, où l'hôpital de la police nationale de Djibouti a abrité aujourd'hui une opération de collecte de sang organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Plusieurs policiers issus des différentes directions de la police nationale sont massivement manifestés pour effectuer cette donation. En effet, face à l'afflux massif des malades et surtout pour répondre aux besoins en sang de la nouvelle maternité de la police, cette opération de don de sang s'avère nécessaire pour venir en aide aux patients de cette nouvelle structure sanitaire, mais aussi des différents hôpitaux de notre pays. Il s'agit là en effet de la seconde fois que cette opération de don de sang est organisée au sein de l'hôpital de la police, inauguré en février dernier par le président de la République. L'hôpital de la police nationale s'affirme chaque jour davantage comme un centre de référence médicale dans notre pays. Écoutons à présent le capitaine Dr Yahya Ousmane Moussa, responsable du laboratoire de la police nationale. Ce matin, nous avons organisé pour la seconde fois, au niveau de la police nationale, de l'hôpital de la police nationale, une activité de collecte de sang. C'est la deuxième fois que nous organisons cette activité et cela est dû au fait que les activités ne cessent d'augmenter, que ce soit au niveau de la maternité ou bien au niveau de l'hôpital en général. Donc ces besoins transfusionnels augmentent parce que les patientes et les patients augmentent au niveau de la police nationale et donc cela va nous permettre de disposer d'une banque de sang qui va nous permettre de répondre très rapidement aux besoins de ces patients-là. Et nous remercions la direction générale de la police nationale qui nous épaule à chaque fois dans l'organisation de cette activité et qui accorde une importance capitale. Nous remercions également le CNTS qui nous a appuyés techniquement et logistiquement quant à l'organisation de cette activité. Et enfin, nous remercions aussi tous les policiers qui sont venus donner de leur sang et qui nous permettent à chaque fois de répondre efficacement aux besoins transfusionnels des patients hospitalisés au niveau de l'hôpital de la police nationale. Direction le sud du pays où, suite à la note du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, cette année la formation des enseignants de la région de Dikil a été délocalisée.
Eh bien, l'équipe pédagogique d'encadrement du service régional de l'éducation de Dikil, sous la direction de l'inspecteur, M. Hafid Mohamed, a assuré la conception et l'animation de cette formation de 3 jours, à savoir le 26, 27 et 28, au sein de l'école de Dikil 1. Les enseignants ont été répartis en 4 groupes, comprenant les enseignants sortants du CFF, ceux du cycle 1 et du cycle 2, et les enseignants arabophones. Chaque groupe a bénéficié d'une formation sur mesure répondant à ses besoins spécifiques proposés par le ministère. Cette formation s'est tenue dans un excellent esprit et la majorité des enseignants ont été présents. L'inspecteur s'est réjoui de la participation active des enseignants durant ces 3 jours, témoignant ainsi de leur engagement envers l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la région de Dikil. L'inspecteur tient à remercier chaleureusement l'équipe pédagogique du service régional de l'éducation de Dikil pour leur dévouement et leur professionnalisme dans l'organisation de cette formation, ainsi que tous les enseignants pour leur implication à cette initiative contribue indéniablement à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et à garantir un enseignement de qualité pour les élèves de la région de Dikil. Fait divers pour clore l'actualité nationale, les gendarmes de la compagnie de Djibouti ont mené une opération de grande envergure à proximité du complexe commercial de la cité d'Anguela, devenu un abattoir clandestin et un espace de vente des bétails non autorisé par les autorités administratives. Eh bien, au cours de cette opération, les gendarmes ont mis la main sur 11 personnes composées des vendeurs et des bouchers qui ont illégalement investi cet espace pour mener leur activité, au mépris des règles sanitaires, en raison de la persistance de l'insalubrité causée par les déchets des bétails portant atteinte à la préservation de l'environnement. Les gendarmes ont saisi 58 têtes de bétail composées de 50 chèvres et moutons ainsi que 8 cabris. Également, 3 couteaux ont été aussi saisis. En outre, ces commerçants ambulants et bouchers ont été avertis à maintes reprises d'abandonner la zone urbaine et d'exercer leur activité dans les sites aménagés pour ce genre de commerce, mais ces derniers n'ont pas pris en considération les recommandations de l'autorité publique. Toutefois, le commandement de la gendarmerie invite les commerçants ambulants à se conformer aux textes en vigueur et être souciés de la préservation d'un environnement sain. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, au moins 6 personnes ont péri dans des inondations survenues dans le nord du Nigeria. 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Mais Au moins 6 personnes ont péri dans des inondations survenues dans le nord du Nigeria. 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans 11 communautés. Les autorités de l'État redoutent que des pluies diluviennes ne provoquent de nouvelles inondations en faisant ressortir la rivière de son lit, alors que la saison de pluie n'a pas encore atteint son apogée. Le gouvernement de l'État a reconnu mercredi que les inondations n'est peut-être pas pires que les années précédentes, mais il a exhorté les habitants des zones basses le long de la rivière de Beni à se rendre dans l'un de 8 camps de déplacés internes mis en place en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des urgences. En 2022, le Nigeria a connu ses pires inondations en plus de 10 ans, faisant plus de 600 victimes, déplaçant environ 1,4 million de personnes et détruisant plus de 400 000 hectares de terres agricoles. Au Burkina Faso, l'État a nationalisé plutôt pour résoudre un conflit juridique entre les sociétés minières Endeavour Mining et Lilium Mining. Conflit juridique entre les sociétés minières. Lundi, 2 conventions ont été signées entre le ministre de l'économie Aboubakar Nakanabo et les 2 entreprises pour finaliser cet accord. En juin 2023, Endeavour Mining avait vendu ses parts dans ces 2 mines. Dirigé par l'homme d'affaires burkinabé Simon Thiam Touré, cependant, quelques mois plus tard, Endeavour accusait Lilium de ne pas respecter ses échéances de paiement et avait saisi la justice. Pour régler ce différend, l'État burkinabé a racheté le mine en concluant 3 accords avec Endeavour pour un montant d'environ 90 millions de dollars, incluant des paiements et de redevances sur 400 000 onces de production d'or. Cette nationalisation vise à permettre au Burkina Faso de tirer davantage de bénéfices des ressources minières tout en poursuivant l'exploitation avec le personnel actuel des mines.
En bref et en image, dans la page sportive de l'actualité internationale, Romelu Lukaku a été accueilli en Euro hier par des supporters passionnés de Naples alors qu'il se rendait à une clinique exclusive au Rome pour passer sa visite médicale avant son transfert de 30 millions d'euros en provenance de Chelsea. Ce transfert à Naples marque le retour de Lukaku auprès de son ancien entraîneur à Chelsea, Antonio Conte, et met fin à une période complexe de 6 ans avec le club londonien, scindé en 2 périodes distinctes. Lukaku avait initialement rejoint Chelsea, rappelons-le, en 2011, en provenant de son premier club Anderlecht, mais n'ayant pas réussi à s'imposer, il a été prêté à West Bromwich, Albion et Everton avant d'être acheté par ce dernier en 2014 pour un montant record de 28 millions de livres sterling. Il a ensuite évolué à Manchester United, puis à l'Inter Milan avant de se revenir à Chelsea en août 2021 pour un autre montant record de 87 millions de livres sterling. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end.